Sculpted by time, Canada's Yukon is vast and wild. Yet for 10,000 years, this land nurtured people who called it home. Although the terrain is unchanging, the Yukon's political landscape is being transformed. There's great pride that we are in a position to determine our own futures. Self-government is based upon our principles, our values, our virtues, our songs, our language. Now we have a new opportunity of truly becoming self-sufficient, self-determining, and the self-government agreements really put those tools in place. Through the ages, Aboriginal people here created vibrant, stable cultures with distinctive languages and traditions. But with the arrival of traders from foreign lands, waves of change swept over the Yukon. Missionaries, gold miners, politicians all left their mark. The Government of Canada passed laws asserting its legislative jurisdiction over Indians and their lands. 100 years later, Yukon First Nations traveled to Ottawa to demand the government start negotiating comprehensive claims. Teslin Tlingit chief Sam Johnston was part of the delegation. Our message was back then to the federal government that we were self-determined people, but our people has always governed themselves. We no longer want anybody to run our lives. In the mid-1990s, after 20 years of hard negotiation, Yukon First Nations started signing land claims and self-government agreements. By 2006, 11 of Yukon's 14 First Nations had closed the book on the Indian Act. Today, Yukon First Nations are blazing the trail for Aboriginal self-government. Of more than 600 First Nations across Canada, a relatively small portion have completed land claim and self-government agreements. The majority of these reside in the Yukon Territory. After signing its agreement, a First Nation ceases being an Indian Act band and sets its own course. When we start looking at what we're trying to do, and I think all First Nations are the same as where do you want to get to? What's the vision? And ultimately, it's economic independence, it's pride in one's nation, cultural understanding, it's education, it's young people growing up in safe environments. Similar things that all Canadians seek of their own government, very similar. Our implementation of self-government. The starting point for self-government is developing a constitution. Citizens in each First Nation decide what path to follow. So, I mean, legislation for us that I think is key and is paramount. By switching over to the clan system, what I have noticed through this whole transition is that we're empowering more people. That's what the clan system seems to do, is that it essentially puts the onus on each individual to make a choice. So I think that's what ultimately the agreements do provide. It's real accountability back to the community in a meaningful way. We asked the community, do they want an INAC model of governance as set up in the Indian Act, or do they want a traditional form of governance? And the community said, we want a traditional form of governance. We want to go back to those traditional patterns. It is community-based government, and these First Nations aren't huge. Some are, as small as 200 people. So, as a government, you should be able to quite finely tune your support mechanisms and engagement with your citizens and moving it forward. So, I think it can be much more effective and efficient being that close into the community, that familiar with the community, and having those actual decision-making abilities as a self-governing First Nation. Among the new powers self-governing First Nations take on
is the authority to write certain kinds of legislation for themselves. Canada passed laws under the Indian Act, and what these laws did is it prevented us from practicing our culture, from owning businesses, from having to go to school. All of these laws that had that impact, right, got us in trouble, caused a lot of dysfunction. Self-government agreements provide us to make laws, and we're of the belief is if laws got us into trouble, laws can get us out of trouble. Self-government isn't new to First Nations. They have a long history of managing their own affairs. What is dramatically different is sitting at the same table with federal and territorial representatives, negotiating everything from revenue sharing to managing settlement lands. Anytime you can give First Nations the responsibility on behalf of their citizens for their own affairs, you will see a marked improvement in the overall jurisdiction in terms of political, social, and economic development. It's been challenging, but we're very fortunate that we have this new relationship, and it takes a lot of proactive investment by all parties, and we're going to go through a lot of growing pains. But I think on the opposite end of the pathway, we have an increase of our young people who are recognizing who they are and reacquainting themselves with their culture, taking an interest in being decision makers within their own community. And when you have young people who see a future for themselves in a community of which they can design and deliver, that has to be a benefit for Canadian society, so why not go that way? The responsibility for many programs and services is being transferred from the federal and territorial governments to individual First Nations. Each community can decide which programs it wants to deliver based on its own resources and capacity. Under the Indian Act, we were ending up at various levels just delivering their programming. So the Indian Act controls the parameters, the content, what you're able to do, and the resources that you're able to put towards some things. But as a self-governing First Nation, you're a government, so you can make your spending decisions along your priorities. You can allocate resources that you build from your own revenue as a self-government. Today, self-governing First Nations are using money from taxes to construct quality homes, providing jobs, generating revenue, and building a better future. Because every self-governing First Nation decides for itself which programs and services to draw down, resources can be targeted to meet the specific needs of each community. A deep breath for me. For the Kwanlin Dun, a wellness program at the health center. The Vuntut Gwitchin identified economic development as a pressing need, and self-government has been a catalyst for new investment. And is that for one adult? Old Crow lies north of the Arctic Circle, 100 kilometers from the nearest highway. It's one of the oldest First Nation communities in the territory. The Vuntut Gwitchin were among the first to embrace self-government. It allowed the Vuntut Gwitchin government to take control for its own people. And one of the decisions that were made early on was to take a small amount of the money that flowed as part of the claim and invest in one of the key lifelines to the community, and that is Air North. Air North provides Old Crow with a vital link to Whitehorse and beyond. The Vuntut Gwitchin Development Corporation bought half the airline when it was a small business with 30 employees. Today, 260 people work for Air North, and the company is thriving. The success of Air North is not because of compensation money. The success was to use a little bit of that when it was needed, and then through good business decisions, we've been able to make an extremely successful and a world-class airline. We've gone from this hand-to-mouth sort of approach of government under the Indian Act to one where we run surpluses, where we do long-term planning, where we're proud of how our government functions, and we have a lot of highly trained employees and members of our community.
Self-government is also transforming the learning environment. From funding preschools through scholarships for post-secondary education, the door is opening to new ways of learning. The Carcross-Tagish First Nation decided to develop their own curriculum because we wanted to incorporate First Nation methodologies towards learning and teaching. We wanted to incorporate our elders and resource people in the school. We wanted to have our learning outcomes about our stories, about our clans, about our legends, our values and virtues. So they will still learn to read and write, except that they will do so through our stories and have a sense of pride through our culture. We are not asking government to do this on our behalf. We are wanting to do it because we have self-governing agreements, because we want to build capacity at our First Nation level, because we are self-determined. And I go into the classroom where our citizens are teaching our young children. It's such a beautiful thing to see. A beautiful thing to see and hear, to hear our kids talking in our Tlingit language. That's the significance of self-government, to determine what it is that we do for ourselves. Near Whitehorse, Gary Bailey takes the Kwanlin Coyotes out for a day on the land. Beyond the fun, there's also a larger purpose. Traditionally, the First Nations people, made their living from the land. And with the advent of, modern society, we're out there like a lot less. This is a way of just maintaining that connection and hopefully maintain an understanding of traditional practices, which includes conservation and taking care of the land itself. Now that we have signed our self-government agreements, nobody's punishing us anymore for speaking our language or for going out on the land and hunting and fishing. Therefore, I think that we just need to go and take back what is rightfully ours. Ultimately, getting back to the land is at the heart of it all. Self-government, it wasn't all about jurisdiction and lawmaking authority. That's a means to an end. We wanted to preserve our ability to be out on the land in perpetuity, to sustain it. And to do that, you need self-government control. You need to be able to be in control of the regulations and the legislation so that you can make those tough decisions and not be relying on other governments. Together, Yukon First Nations are shaping a governance model that Indigenous people elsewhere can learn from. Changing lives, transforming intergovernment relationships, and marrying the ancient with the modern. Self-government is setting the course for a brighter future. Self-government gave me a purpose to learn my language, to learn my culture, to learn about my clan system, to learn my stories, to have a foundation. I know where I come from. I know who I am. That's what self-government has done for me personally.
Façonné par le temps, le territoire canadien du Yukon est vaste et sauvage. Depuis 10 000 ans, des gens vivent sur cette terre qui est leur chez eux. Les paysages naturels ne changent pas, mais le paysage politique du Yukon est en cours de transformation. Nous sommes très fiers de pouvoir déterminer notre avenir, de décider de ce que nous devons faire pour nous-mêmes. L'autonomie gouvernementale est fondée sur nos principes, nos valeurs, nos vertus, nos chansons et notre langue. Nous avons une occasion d'avoir l'autodétermination. Les accords d'autonomie gouvernementale nous donnent les moyens de le faire. Au cours des siècles, les Autochtones ont créé des cultures énergiques et stables, ayant chacune sa langue et ses traditions propres. Mais avec l'arrivée des négociants étrangers, des vagues de changements ont déferlé sur le Yukon. Les missionnaires, les chercheurs d'or, les politiciens, tous ont laissé leur marque. Le gouvernement du Canada a adopté des lois affirmant sa compétence législative sur les Indiens et sur leurs terres. 100 ans plus tard, les Premières Nations du Yukon ont demandé au gouvernement fédéral d'enclencher un processus de négociation de leurs revendications globales. Le chef des Teslin de Tlingit, Sam Johnston, faisait partie de cette délégation. Notre message au gouvernement fédéral à l'époque était que nous étions un peuple autonome, qui s'était toujours gouverné lui-même. Nous ne voulions plus que nos vies soient dirigées par d'autres. Durant les années 90, après 20 ans de négociations difficiles, les Premières Nations du Yukon ont signé des accords de revendication foncière et d'autonomie gouvernementale. En 2006, 11 des 14 Premières Nations du Yukon avaient tourné la page sur la loi sur les Indiens. Aujourd'hui, les Premières Nations du Yukon sont à l'avant-garde du mouvement vers l'autonomie gouvernementale autochtone. Il y a plus de 600 Premières Nations au Canada. Une fraction modeste de celles-ci ont signé des accords de revendication foncière et d'autonomie gouvernementale. La majorité d'entre elles se trouvent dans le territoire du Yukon. Lorsqu'une Première Nation signe un accord d'autonomie gouvernementale, elle cesse d'être une bande au sens de la loi sur les Indiens et décide de son avenir. Quand on commence à penser à ce qu'on veut pour l'avenir, on se pose la question, quelle est notre vision de l'avenir? Et ça revient à l'indépendance économique, à la fierté nationale, à la compréhension culturelle, à l'éducation, à la croissance des enfants dans un milieu sain, ce que tous les Canadiens attendent de leur gouvernement. L'autonomie gouvernementale commence avec la définition d'une constitution. Les citoyens de chaque Première Nation décident du chemin à suivre. Je crois que la législation pour nous est essentielle. En adoptant un système de clans, j'ai remarqué que ça permet de donner plus de pouvoir à plus de gens. Je crois que c'est un des avantages du système clanique. Il donne à chaque personne la responsabilité de faire un choix. Les accords, en fin de compte, permettent de rendre des comptes à la communauté de façon concrète. Nous avons demandé à la communauté si elle veut un modèle de gouvernance inspiré de la loi sur les Indiens ou une forme de gouvernance traditionnelle. La communauté a répondu « Nous voulons une forme de gouvernance traditionnelle ». C'est un gouvernement fondé sur la communauté. Certaines ne comptent pas plus de 200 membres. Le gouvernement doit donc définir avec précision les mécanismes de soutien et la façon de faire participer les citoyens et aller de l'avant. Je crois qu'il est rentable d'être proche de la communauté, de rapprocher le processus de prise de décision de la communauté pour être une Première Nation autogouvernante. Parmi les nouveaux pouvoirs qu'une Première Nation autogouvernante doit assumer,
est celui d'adopter des textes de loi pour ses membres. Le Canada a adopté des lois au terme de la loi sur les Indiens, mais ces lois nous empêchaient de pratiquer notre culture, d'être propriétaires de nos entreprises, d'aller à l'école. Toutes ces lois avaient ce genre de répercussions. Ça nous a causé des problèmes et beaucoup de dysfonctionnements. Les accords d'autonomie gouvernementale nous permettent d'adopter nos propres lois. Et nous pensons que si des lois nous ont causé des problèmes, d'autres lois peuvent nous aider à les régler. L'autonomie gouvernementale n'est pas une chose nouvelle pour les Premières Nations. Ils ont une longue tradition de gestion de leurs propres affaires. Le changement profond, c'est qu'elles peuvent maintenant s'asseoir à la même table que des représentants fédéraux et territoriaux pour tout négocier. Depuis le partage des recettes jusqu'à la gestion des territoires visés par les accords. Chaque fois que vous donnez à une Première Nation la responsabilité de gérer ses propres affaires au nom de ses citoyens, vous constatez une amélioration nette de sa situation politique, sociale et économique. Ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons beaucoup de chance d'avoir cette nouvelle relation. Ça exige beaucoup d'investissements proactifs de la part de toutes les parties. Et nous aurons des défis à relever. Mais d'un autre côté, nous voyons une amélioration chez nos jeunes, qui prennent conscience de leur identité et renouent avec leur culture, et prennent leurs responsabilités au sein de la communauté. Et quand les jeunes voient qu'ils ont un avenir dans leur communauté et qu'ils peuvent faire une différence dans leur communauté, c'est un avantage pour toute la société canadienne. Alors, pourquoi pas? La responsabilité de nombreux programmes et services est transférée des gouvernements fédéral et territorial aux Premières Nations. Chaque communauté peut décider des programmes qu'elle veut fournir en fonction de ses propres ressources et capacités. Du temps de la loi sur les Indiens, on devait s'adresser à différents paliers administratifs pour obtenir les programmes. La loi sur les Indiens contrôle les paramètres, le contenu, ce que vous pouvez faire et l'administration des ressources. Mais en tant que Première Nation autogouvernante, vous pouvez prendre vos décisions de dépenser en fonction de vos priorités. Vous pouvez allouer les ressources que vous avez constituées à partir de vos recettes propres en tant que gouvernement autonome. Aujourd'hui, les Premières Nations autogouvernantes utilisent leurs recettes fiscales pour construire des logements de qualité, fournir des emplois, générer des recettes et construire un meilleur avenir. Comme chaque Première Nation autogouvernante décide pour elle-même des programmes et des services qu'elle veut fournir, les ressources peuvent être ciblées sur les besoins précis de chaque communauté. Pour les Kwanlindon, un programme de bien-être au centre de santé. Les Vuntut-Gwitchin ont défini le développement économique comme un besoin urgent et l'autonomie gouvernementale a servi de catalyseur de nouveaux investissements. Old Crow se trouve au nord du cercle arctique, à 100 km de la route la plus proche. C'est une des plus anciennes communautés de Premières Nations dans le territoire. Les Vuntut-Gwitchin ont été parmi les premiers à adopter l'autonomie gouvernementale. Cela a permis au gouvernement des Vuntut-Gwitchin de prendre les choses en main. La première décision a été d'utiliser une petite partie des sommes versées dans le cadre du règlement de sa revendication pour l'investir dans ce qui est devenu une des principales ressources de la communauté, Air North. Air North permet à Old Crow d'avoir un lien essentiel avec Whitehorse et le monde extérieur. La Vuntut-Gwitchin Development Corporation a acheté la moitié de la compagnie aérienne alors qu'elle était une petite entreprise de 30 employés. Aujourd'hui, 260 personnes travaillent pour Air North et la compagnie prospère. Le succès d'Air North n'est pas dû au versement de l'indemnité financière. Il est dû au fait que la communauté a su administrer cette indemnité et prendre de bonnes décisions d'affaires et est parvenue à créer une compagnie aérienne prospère et de niveau mondial. Du temps de la loi sur les Indiens, nous étions administrés au jour le jour. Mais maintenant, nous avons des excédents et nous sommes fiers de la façon dont notre gouvernement fonctionne. Et beaucoup de membres de notre communauté sont des travailleurs qualifiés.
L'autonomie gouvernementale transforme également les milieux de l'éducation. La situation est propice à de nouveaux outils d'apprentissage, tels que l'enseignement préscolaire et les bourses d'études postsecondaires. La Première Nation de Carcross-Tagish a décidé d'élaborer son propre programme d'enseignement parce que nous voulions appliquer les méthodes des Premières Nations à l'enseignement et à l'apprentissage. Nous voulions intégrer nos aînés et nos personnes ressources dans l'action de l'école. Nous voulions que les programmes d'enseignement fassent une place à nos réussites, à nos clans, à nos légendes, à nos valeurs et à nos vertus. Les enfants apprennent toujours à lire et à écrire, mais sur le texte de nos traditions, si bien qu'ils développent un sentiment de fierté de leur culture. Nous ne demandons pas au gouvernement de faire ça en notre nom. Nous voulons le faire nous-mêmes parce que nous avons des accords d'autonomie gouvernementale, parce que nous voulons développer nos capacités sur le terrain, parce que nous sommes autodéterminés. Quand je vais dans une salle de classe et que je vois les membres de notre Première Nation en train d'enseigner à nos enfants dans notre langue, ça me réchauffe le cœur de voir nos enfants parler dans notre langue Tlingit. L'autonomie gouvernementale, c'est ça. Nous avons les moyens de déterminer notre propre avenir, de déterminer ce que nous voulons faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Près de Whitehorse, Gary Bailey amène les Kwanlin Coyotes en promenade en pleine nature. Mais c'est plus qu'une activité récréative. Les gens des Premières Nations ont toujours vécu de la terre. Avec l'avènement de la société moderne, nous avons moins de contact avec la terre. C'est donc une façon de conserver cette connexion et, espérons-le, d'entretenir une compréhension véritable des pratiques traditionnelles, parmi lesquelles le respect et la conservation de la terre elle-même. Maintenant que nous avons signé des accords d'autonomie gouvernementale, plus personne ne nous punit si on parle notre langue ou si on va à la pêche ou à la chasse en pleine nature. Je crois qu'il s'agit de reprendre possession de ce qui nous appartient. En fin de compte, c'est le retour à la terre qui donne sens à tout ça. L'autonomie gouvernementale n'est pas seulement une question de compétences administratives et de pouvoirs législatifs. Les pouvoirs, c'est un moyen, pas une fin, vous savez. Nous voulions conserver notre lien avec la terre de façon durable et viable. Il fallait donc l'autonomie gouvernementale et prendre le contrôle de la réglementation et de la législation pour prendre les décisions qui s'imposent sans dépendre de la volonté d'autres gouvernements. Ensemble, les Premières Nations du Yukon sont en train de créer un modèle de gouvernance dont les Autochtones d'ailleurs peuvent s'inspirer. En changeant les modes de vie, en transformant les relations intergouvernementales et en alliant l'ancien au moderne, l'autonomie gouvernementale ouvre la voie à un meilleur avenir. L'autonomie gouvernementale m'a donné un but. Elle m'a donné le but d'apprendre ma langue, d'apprendre ma culture, d'apprendre mon système clanique, d'apprendre les récits de mes aïeux, d'avoir des racines. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Voilà ce que l'autonomie gouvernementale a fait pour moi.